Le débat s'envenime sur l'immigration, le projet de loi sur l'immigration du gouvernement. On va parler aussi des institutions, puisque la réforme est à l'ordre du jour. Et puis on va parler de la vie de La République En Marche, ce parti tout récent. C'est avec Hugues Rançon que nous sommes ce matin, qui est député de Paris de La République En Marche et vice-président de l'Assemblée nationale. Hugues Rançon, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, il y a un projet de loi sur l'immigration et l'asile politique, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est normal? Que ça fasse couler beaucoup d'encre, bien sûr, c'est un sujet important pour la France, important pour les Français. Je ne crois pas qu'il y a autant matière à polémique que ce qu'on veut bien lire ici ou là. Je ne le crois pas, en tout cas pas dans la majorité. On est attentif à avoir une approche équilibrée, on est attentif à ce que le programme et à ce que la feuille de route qui a été édictée par le président de la République puisse rentrer en application. Néanmoins, il y a une députée qui a tiré la sonnette d'alarme juste avant les fêtes, là, qui a dit « Attention, restons humains et dignes. » Humanité, dignité. Est-ce que, à votre avis, ce projet déroge à cela? Pas du tout. Je crois qu'elle a cependant raison et que sur ce sujet-là, il ne faut jamais oublier qu'on parle de réalité humaine, qu'on parle de personnes qui ont été déracinées, qui ont quitté leur pays, leur vie, pour fuir la barbarie, la persécution, la guerre. L'asile, ce n'est pas une option pour la France. Nous avons l'obligation d'accueillir dans de bonnes conditions les réfugiés politique, et nous le ferons, c'est au cœur du projet politique d'Emmanuel Macron. Et sur ce sujet-là, je crois qu'il faut se garder de toute caricature, de toute passion ou de tout excès. Nous avons à trouver des dispositifs qui nous permettront d'accueillir mieux les réfugiés demain qu'ils n'étaient accueillis jusqu'à présent. Le groupe parlementaire peut se diviser sur ce sujet? Il ne se divisera pas, parce que nous n'avons pas vocation à nous diviser. En revanche, nous avons des discussions pour que le projet soit enrichi et pour que nous ayons en tête justement qu'il s'agit, derrière ces chiffres, derrière ces agrégats, de réalité humaine. On parle de dignité humaine, d'humanité. Nous devons accueillir les réfugiés et nous devons avoir une politique migratoire efficace pour ceux qui ne relèveraient pas du droit d'asile. Le président de la République dit deux choses. Il dit, un, le droit d'asile doit être réservé aux personnes, aux individus qui souffrent de la guerre, qui souffrent de la répression, de l'oppression. En revanche, tous ceux qui ne sont pas éligibles à ce droit d'asile, c'est-à-dire les migrants économiques, on doit les reconduire à la frontière. Sur le premier point, sur ce postulat, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec ce postulat. Or, vous savez deux choses, que la plupart des migrants, ce sont des réfugiés économiques et non pas des réfugiés politiques. Et deuxième chose, tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile restent sur le territoire français. C'est pour ça que nous avons à revoir les procédures. Nous avons à trouver des procédures efficaces qui nous permettent de traiter très rapidement de ce qu'est la réalité de l'asile et de la situation de tel ou tel individu. Est-ce qu'on est éligible ou non au droit d'asile? Ne mélangeons pas les deux sujets. Il n'y a pas une option, je vous l'ai dit, pour la France. Nous avons l'obligation, nous avons souscrit à des conventions internationales pour accueillir les populations réfugiées. Comment vous faites sur pour les questions reconduire à la frontière migratoires, il faut trouver les dispositifs qui permettront justement à ceux qui n'ont pas de titre de séjour sur le territoire, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire. L'un est le corollaire de l'autre. Si nous voulons être généreux et accueillir les personnes qui fuient la guerre, la persécution et la barbarie, nous devons être plus stricts sur les questions de reconduite à la frontière. Il faut avoir des procédures plus efficaces, il faut avoir des rétentions qui soient un peu plus longues. On va être sur des délais qui vont passer de 45 à 90 jours. Il faut qu'on puisse identifier la situation administrative des uns et des autres. Comment vous faites matériellement pour reconduire les gens à la frontière? Mais vous aurez ces réponses dans le projet de loi, cher Yves Tréhard. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la polémique n'est pas sur ce que nous allons faire demain, c'est sur la situation aujourd'hui qui est indigne. La France n'a pas su accueillir les populations qu'elle devait accueillir. Et puis il y a eu le sujet de la circulaire. Alors justement, j'allais vous en parler. Cette circulaire, ça vous choque qu'on aille dans les centres, enfin que la préfectorale, puisqu'il s'agit de la préfectorale, aille dans les centres d'hébergement pour voir ceux qui relèvent du droit d'asile, vraiment ceux qui n'en relèvent pas? Sur le fond, à la fois, il n'y a rien de choquant et il n'y a rien de surprenant, puisque le président de la République l'avait lui-même dit dans son discours d'Orléans
au mois de juillet dernier lorsqu'il avait tracé les grandes lignes de la politique migratoire en France. Pour autant, il y a des questions qui se posent par rapport à cette circulaire. Je crois que les réponses ont été apportées par le gouvernement. La première question, c'est la question de l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement d'urgence. Évidemment, il est important de le rappeler. Il n'y a pas de condition à l'hébergement d'urgence, quelles que soient les populations. La deuxième question, justement, Yves Tréhard, c'est de savoir si le remède n'est pas pire que le mal. Et là, je pense qu'il est important de faire attention aux conséquences des dispositifs que nous inventons. Circulaire, c'est un texte administratif important, érigé et dicté par le ministère de l'Intérieur. Nous avons un projet de loi qui va arriver, mais il ne faut pas que les remèdes que nous trouvions soient pires que les mots. Si les populations en situation irrégulière étaient amenées à ne pas aller dans les centres d'hébergement d'urgence de peur d'être identifiés, pour aller retourner dans la rue et créer des campements illégaux comme la Porte de la Chapelle à Paris il y a quelques années, je pense que tout le monde aurait perdu. Et donc, il faut que chacun comprenne, que nous avons intérêt à bien identifier les gens, mais deux, que nous devons travailler avec les centres d'hébergement d'urgence, que nous avons surtout à ne pas effrayer les populations, quelles qu'elles soient. C'est l'exigence d'humanité et de dignité humaine que je vous disais, et c'est le travail, évidemment, avec les associations. Parce que je veux le dire ici, cette politique migratoire, cette politique d'accueil, d'accompagnement... Il y a une instrumentalisation de la part, parce que la droite dit, bon, il y a loin des actes, enfin des paroles aux actes. À gauche, avec les associations, on dit, bon, c'est inhumain. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique de ce phénomène migratoire? Je crois qu'il y a toujours eu des fantasmes politiques sur le sujet. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est une politique qui est menée toujours par les pouvoirs publics, avec le secteur associatif, parce que c'est le secteur associatif qui concrètement fait un travail... Qui est subventionné d'ailleurs. Qui est subventionné, mais qui fait un travail de terrain, d'accompagnement pour l'accueil, pour l'identification, pour la condition sanitaire, sociale ou de santé des populations. Alors, ce que je veux aussi dire sur ce sujet, c'est que c'est une problématique qui est éminemment internationale, la question des migrations. Bien sûr. Avec des poussées qui vont être de plus en plus fortes. Parce qu'il y a des sujets d'économie, des sujets de développement, des sujets de multiplication des conflits et des réfugiés climatiques. Nous avons vocation à adapter nos dispositifs pour faire face à ce défi. Une question. Vous avez une politique qui semble vouloir être ferme. Néanmoins, vous augmentez l'aide médicale d'État, qui consiste à garantir la gratuité des soins pour les sans-papiers. Je crois qu'il est important d'avoir toujours en tête que la France s'honore de traiter des situations. Donc il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État. Il ne faut pas la supprimer. Elle est d'1 milliard d'euros. Il ne faut pas la supprimer, et je crois précisément qu'il n'y a pas à vérifier. Vous savez, c'est le serment d'Hippocrate pour les médecins qui n'ont pas à demander aux patients qu'ils soignent quelle est leur situation administrative ou quelle est la réalité. On maintient le dispositif. Non seulement on le maintient, mais je pense qu'il est de l'honneur de la France que de pouvoir traiter avec humanité les personnes qui viennent aujourd'hui sur notre territoire. N'oublions jamais qu'il y a des réalités humaines. Réforme des institutions, c'est le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous. C'est une réforme qui va pouvoir se faire sans passer par le Congrès? C'est une réforme qui est au cœur de notre projet politique. C'est largement aussi important que les réformes économiques ou sociales. Il s'agit de moderniser notre démocratie pour répondre à la crise de la démocratie que la France a connue depuis des années et des années, et crise qui fait qu'on est aujourd'hui aux responsabilités auprès d'Emmanuel Macron. Rénover les institutions, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier législatif. Législatif, c'est la loi de moralisation pour mettre fin à des pratiques anciennes. Pilier. Oui, mais il a fallu quand même mettre fin à des pratiques qui n'avaient jamais... François de Rugy, qui a présenté ses vœux tout à l'heure, on avait compris à l'origine qu'il voulait faire que la moitié du mandat, parce que c'était une nouvelle règle qui serait... Et puis là, il nous dit que non, il se verrait bien en place jusqu'à la fin du mandat. Je ne sais pas si François de Rugy a dit qu'il irait jusqu'à la fin du mandat. Ce que je souhaite, c'est qu'il aille au bout du mandat, parce que je pense qu'un président de l'Assemblée nationale... Il faut qu'il fasse 5 ans. Il est là pour la durée de son mandat. C'est un avis personnel. Cette règle qu'à mi-mandat, on cède la place. Les mandats seront rediscutés au milieu du mandat parlementaire, au milieu du quinquennat. Mais mon avis, et en tout cas mon souhait, c'est que François de Rugy reste président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier pilier. Le premier pilier législatif. Le deuxième pilier, c'est justement les travaux qui sont lancés à l'Assemblée nationale pour moderniser l'Assemblée, pour faire de notre Assemblée une Assemblée plus dynamique, plus ouverte, plus efficace, pour que le temps législatif soit plus court, pour qu'on ouvre l'Assemblée nationale au droit de pétition, à la société civile. C'est très important. Ça, on est obligé de passer par la Constitution. Non, il y aura de toute façon des mesures
du niveau constitutionnel, des mesures qui relèveront de la loi organique, des mesures qui seront du niveau législatif et d'autres mesures qui seront du domaine du règlement de l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis nous avons à moderniser le fonctionnement de l'Assemblée, ce que nous avons déjà fait pour que les parlementaires sortent du régime exorbitant dans lequel ils étaient, le régime des retraites. C'est fini. C'est complètement fini. On est rentré dans le droit commun. C'est une décision du bureau qui a été prise. Et aujourd'hui, vous avez une majorité qui souhaite scier la branche sur laquelle les parlementaires étaient assis depuis si longtemps. Le troisième grand pilier, c'est le pilier qui a été annoncé par Emmanuel Macron, d'abord au moment de la campagne électorale à Strasbourg, qu'il a rappelé au Congrès en juillet dernier. C'est une grande réforme institutionnelle pour baisser le nombre de parlementaires et revaloriser le poids et l'efficacité du Parlement, rentrer dans un travail d'évaluation et de contrôle. Le parlementaire doit pouvoir évaluer les politiques publiques. C'est l'interdiction du cumul des mandats dans l'espace et dans le temps. Évidemment, alors, vous savez, quand on fait Gérard Larcher, il est contre ça, justement. Oui, Gérard Larcher est contre, mais je pense que j'ai été collaborateur de Jacques Chirac pendant très longtemps. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Après une émission. Moi, je suis évidemment pour le cumul strict des mandats dans l'espace et dans le temps. C'est un engagement de campagne et nous le tiendrons. 3 mandats. Et nous le tiendrons. 3 mandats, ça vous permet de faire déjà 15 ans de responsabilité publique, voire même 18 ans quand les mandats sont de 6 ans. Je crois que c'est très largement suffisant et que notre démocratie a besoin de respiration. Et il y a la réforme du Conseil économique, social et environnemental, la réforme du CSM qui n'a jamais été menée à son terme. Les sujets sont très importants et ils seront menés à leur terme parce que nous souhaitons que cette partie de notre programme soit également appliquée. Parlons un peu de votre parti, La République En Marche. Oui. C'est pas un peu le bazar? Je ne le crois pas. Nous avons un délégué général, Christophe Castaner, qui a été élu il dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Il n'y a pas d'organisation. Je pense qu'il est en train de mettre en place une organisation qui va nous permettre justement de faire de ce qui était au départ un mouvement citoyen, qui n'était pas un parti politique traditionnel et qui a gagné l'élection présidentielle et gagné les élections législatives, bien faire de ce mouvement citoyen un parti, un mouvement politique moderne du XXIe siècle qui arrive c'est quoi, à la fois... du XXIe siècle ? C'est à la fois permettre la présence sur le territoire, la formation d'un certain nombre de personnes qui viennent à la politique, c'est faire venir des responsables du tissu associatif, du tissu économique, de l'économie sociale et solidaire à la politique, et puis de leur permettre de se présenter aux élections. C'est de faire en sorte qu'il y ait une régénération démocratique sur tous les scrutins à venir. Les européennes, je ne crois pas que le personnel politique jusqu'à présent ait brillé par sa volonté de céder la place aux autres et d'ouvrir les listes à la diversité de la société française. On entend dire qu'il y a beaucoup de tiraillements aussi, entre les... Par exemple, M. Ferrand se verrait bien président de l'Assemblée nationale à la place de M. Rugy. M. Ferrand est président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça existe quand même, la rivalité. Importante. On dit Castaner et Ferrand, qui étaient pourtant des piliers de la Macronie. Demandez-leur, moi je m'entends très bien avec l'un, avec l'autre, et à chaque fois que je les vois tous les deux, ils s'entendent également ah bon, ils s'entendent à merveille. À merveille, cher Israël. C'est vrai Non, bien sûr, il n'y a pas de tiraillement, et n'essayez pas justement de rentrer dans ce jeu-là. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité particulière qui est de transformer le pays. Nous sommes arrivés dans des conditions particulières. Nous serons jugés sur des résultats. Si les résultats ne sont pas là, en matière de politique économique, de politique sociale, si le chômage n'a pas baissé... Vous ne serez plus là s'il n'y a pas de résultats. Nous ne serons plus là et nous repartirons aussi vite que nous sommes arrivés. Nous avons sur les épaules un poids de responsabilité très lourd et nous en avons conscience, et ce qui nous permet justement de nous tenir à l'écart de toutes ces querelles politiciennes et personnelles qui ont fait fuir les Français du jeu politique depuis tant et tant d'années. Alors on continue avec Hugues Rançon, on continue avec vos questions qui seront notamment énoncées par Merwan Merji qui nous a rejoint. Bonjour Merwan. Bonjour. Bonjour. Alors, on a pas mal de questions sur le chat de Facebook et du Figaro Live. On a notamment Nadia qui nous dit « Les ordonnances sur le travail et tout ce qui en découle ne font qu'aggraver la précarité, le manque de salaire, le manque de droits. Ça devient la dictature en France. Les patrons véreux qui se payent sur le dos des salariés, quand allez-vous les ficher et leur faire payer des amendes? Sommes-nous devenus des salariés Kleenex ?» Alors, je crois on a pas mal de commentaires mécontents. Un peu de caricature dans ce propos. Politique de droite, Ce que je veux entendre, en revanche, dans ce message, c'est que, en effet, nous avons décidé de flexibiliser le marché du travail. Nous voulons nous attaquer à la problématique du chômage de masse dans le pays, là où tous les autres ont échoué. Pour ce faire, nous avons en effet voulu réformer le dialogue social dans le pays, c'était l'objet des ordonnances. Nous ouvrons aujourd'hui avec le gouvernement le chantier
de l'assurance chômage, pour modifier et réformer l'assurance chômage. Il y a dans cette stratégie d'autres piliers. La formation professionnelle et l'acquisition tout au long de la vie de compétences, la question de l'apprentissage, la question de la retraite. Nous voulons engager cette stratégie nationale au plus tôt, parce que nous avons été élus. Les résultats dans combien de temps? Nous avons été élus pour ça, cher Yves Tréhard, permettez-moi de terminer. Ouais. Et nous sommes là dans l'application du mandat que nous avons reçu des Français. Alors nous allons mettre en place le plus rapidement possible toutes ces mesures. Ouais. L'une ne peut pas aller sans l'autre, et donc il faut les mettre en place ensemble assez rapidement pour qu'à mi-mandat, nous puissions voir déjà si la politique économique et sociale du pays va dans un c'est-à-dire dans plus d'un an, quoi. Dans un an et demi, oui, bien sûr. Le chômage, les aides, justement, on a Chloé, Nadia et plein d'autres internautes qui nous disent ils vont en priorité aux migrants ou aux immigrants et pas aux Français. On y revient. Qu'est-ce que vous répondez à nos internautes? Il est dangereux de rentrer dans des concurrences de souffrance ou de situation. Ce n'est pas parce qu'on souhaite accueillir les réfugiés avec la dignité et l'humanité dont on parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas traiter de la question de la précarité en France. Il y aura une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui sera présentée par le gouvernement dans les prochaines semaines. Vous avez eu l'agenda, et notamment l'agenda social, qui a été présenté par le Premier ministre à la rentrée, un projet de loi important sur la question du logement, un projet de loi important également sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons tout un tas de réformes et de chantiers à mener. Nous aurons dès la semaine prochaine, dès 15 jours, un sujet sur ce qu'on appelle le droit à l'erreur, et donc une relation de confiance entre la société et l'administration. Voilà, on met ces mesures les unes avec les autres, tout est corrélé, et en réalité, je crois que les problématiques des Français sont aussi corrélées. Il y a des problématiques d'immigration, il y a des problématiques de pouvoir d'achat, il y a des problématiques d'emploi, il y a des problématiques de logement, et on est là pour tout faire et pour tout mener de front. Soyez sûr de la détermination de la majorité à agir et à avoir des résultats. Merwan. Une question d'Antoine. Emmanuel Macron et En Marche veulent ouvrir des grandes consultations sur l'Union européenne en 2018. Est-ce que ces consultations seront justement ouvertes aux opposants de notre appartenance à l'Union européenne, c'est-à-dire aux partisans du Frexit, donc d'une France libre, souveraine, indépendante et réouverte sur le monde? Ce qui est très important dans la logique souhaitée initier et impulser le président de la République, c'est de considérer qu'avant les élections européennes, il faut qu'on puisse faire ce qui a été fait d'ailleurs en France avec la Grande Marche que nous avions initiée, un travail auprès des populations de l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour avoir leur ressenti sur l'état de l'Union européenne, de la construction européenne, leurs priorités. Et donc ces grandes conventions démocratiques, elles auront lieu partout pour avoir ce diagnostic partagé. Et tous ceux qui sont hostiles à l'Union européenne pourront expliquer pourquoi ils y sont hostiles et les perspectives de transformation. Partout à quel échelon? C'est-à-dire ces réunions en tout cas sur l'année 2018, nous avons une task force qui est pilotée par le député Anglade, que je vous invite d'ailleurs à inviter puisqu'il nous en parlera avec panache et passion. Il s'agit vraiment de mener ça avant de rentrer dans la campagne législative. C'est de pouvoir du quartier, avoir un diagnostic. Non, c'est dans tous les États de l'Union européenne, et c'est de lancer des grandes conventions pour pouvoir avoir partout dans l'Union européenne, à la fois un diagnostic partagé et qu'on puisse partir sur un programme de sursaut européen. Nous sommes résolument européens, passionnément européens, mais nous voulons transformer l'Europe parce que nous savons que l'euroscepticisme aujourd'hui est en train de détricoter l'Union européenne. Kiki Arevalo qui nous dit pourquoi réformer un système qui rend les élus plus riches et les Français plus pauvres? Je ne suis pas complètement convaincu que ce que nous engageons et ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir justement la réforme du régime de retraite des parlementaires ou la réforme de l'alignement de l'indemnité de fin de mandat sur l'allocation de chômage, soient des mesures qui soient destinées à enrichir le personnel politique. Bien au contraire, nous souhaitons, j'ai employé tout à l'heure cette expression de scier la branche sur laquelle les politiques sont assis depuis tant et tant d'années. Nous avons pris des mesures courageuses pour que les politiques sortent du régime exorbitant dans lequel ils étaient jusqu'à présent. Il n'y a pas aujourd'hui de justification à ce qu'un député, à ce qu'un parlementaire, à ce qu'un élu ait des privilèges. Et donc, nous mettons un terme à ces privilèges qui n'ont pas leur place dans la République. Dernière question, la mairie de Paris, vous y songez? Je n'y songe pas. Je suis évidemment très attentif à ce qui se passe à Paris. J'étais hier au vœu. Ce qui veut dire que vous êtes candidat, pas du tout. Vous savez, on est en 2018 maintenant. Les élections auront lieu en 2020, peut-être même si j'en crois la presse en 2021. Moi, j'ai été élu vous avez pour la première fois. Ça sera 2020 ou 2021? Non, je sais qu'il y a un Votre débat. préférence? Moi, je pense qu'il faut garder le calendrier 2020. tel qu'il était en 2020. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans ces spéculations qui ont fait justement que les Français ont fui la politique. Moi, je suis élu depuis 5 mois pour la première fois et j'ai été élu parlementaire. Je veux me consacrer
à mon mandat de parlementaire parce que c'est là-dessus que je serai jugé. Être attentif à ce qui va se passer à Paris, c'est précisément, justement, être respectueux aussi des choix des Parisiens qui m'ont fait confiance pour être parlementaire. Je veux aussi vous dire une chose, c'est que le renouvellement et la régénération démocratique dont on parlait tout à l'heure, ça se passera aussi aux élections municipales. Rien ne serait pire que d'imaginer que nous avons fait le renouvellement en 2017 et que ce sont les têtes qui ont émergé en 2017 qui vont tout truster pendant les 20 prochaines années. Non, nous aurons, sur les élections européennes, les élections régionales, les élections municipales, à faire émerger aussi une nouvelle classe politique autour d'un projet parisien, d'un projet municipal moderne et cohérent. Auquel vous allez participer. Bien sûr, comme tous les parlementaires parisiens. Voilà, c'était le talk de Hugues Rançon. Merci, merci à vous. Vous êtes presté à toutes ces questions. Merci Merwan Meadji qui s'est fait votre médiateur ce matin. Et à demain pour de nouvelles aventures.